Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet clé pour toute entrepreneuse, la santé financière de son entreprise pour sa propre santé financière personnelle. Quand on se lance, gérer son business, c'est une chose, mais s'assurer de sa stabilité financière et puis surtout faire prospérer son entreprise sur le long terme tout en conciliant les différents aspects de notre vie de maman, c'en est une autre. Pour parler de ce sujet crucial, car nous avons toutes des factures à payer chaque mois et les finances sont toujours au cœur de nos décisions dans cette société, j'ai décidé de faire intervenir aujourd'hui Frédéric. Elle accompagne les entrepreneurs chez Serre France après avoir été pendant de nombreuses années elle-même entrepreneuse. Elle va nous partager son parcours, ses apprentissages et des conseils pratiques pour mieux gérer et faire fructifier nos finances en tant qu'entrepreneuse. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et c'est parti! Bonjour Frédéric, quel plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour Nathalie. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui sur un sujet crucial. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Bien sûr Nathalie, merci de m'inviter sur ce podcast. Alors je suis Frédéric Lecomte, je suis actuellement responsable clientèle au sein d'un cabinet d'expertise comptable, l'Entreprendre Serre France à Paris. J'ai été pendant plus de 20 ans entrepreneuse. Tout à l'heure tu disais que j'ai été, oui, oui, maintenant quand j'analyse le nombre d'années, ça me rajeunit pas tout ça. Plus de 20 ans en tant qu'entrepreneuse dans le B2C, puisque mon premier métier était opticienne. J'ai eu des magasins, le dernier avec une équipe de 6 collaborateurs. Et puis après, je me suis lancée dans une autre voie, en solo, en tant que consultante. Je suis passionnée par l'humain, par l'être humain, par son développement. C'est pour ça que j'aimais beaucoup le management et j'ai voulu accompagner en bilan de compétences. Et après, j'aime aussi l'entrepreneuriat, c'est très clair, et la structuration de l'entrepreneuriat, comment structurer une entreprise. Et donc, je me suis fortement intéressée à l'ISO 26000 qui engage les entreprises dans la RSE. Et donc, je Oui. suis aussi devenue du côté du B2B vers les entreprises, consultante auprès des entreprises qui veulent se transformer et s'engager dans la RSE. Voilà. Donc un super parcours, on va y revenir justement. Depuis quand tu es maman et combien d'enfants as-tu? Et pareil, ça rajeunit pas l'âge des enfants, Nathalie. T'as décidé aujourd'hui de C'est centrer clair. sur mon âge. Alors, les enfants, non, non, c'est ma plus belle réussite, comme je dis toujours. J'ai deux enfants, une jeune fille qui a 21 ans, que ma chère Chloé, qui est à Lyon, qui fait des études de psychologie, qui est en master. Et puis, j'ai un plus jeune fils qui a, non, il a pas 16 ans, j'ai bloqué à 16 ans, mais non, il a 18 ans. J'ai un peu un blocage aussi Il n'est là-dessus. pas majeur, il Il est restera pas toujours le bébé de sa maman. Voilà, exactement. Donc 18 ans et lui, il est dans l'hôtellerie-restauration. Il veut devenir barman. Voilà, donc deux profils très différents. J'ai beaucoup de chance, j'ai les deux. Ça m'a demandé
demandé aussi en mêlant à l'entrepreneuriat, de me demander beaucoup d'organisation, essayer d'anticiper, puis de mêler cette vie pro et cette vie perso, et c'est pas toujours facile, quoi. Enfin, je pense que tu le sais toi-même. Il y a des... Exactement. Puis en plus, quand tu étais dans le magasin, enfin quand tu étais opticienne, il y a aussi des horaires, hein, forcément, tu Eh ouais. travailles le week-end, etc. Donc il y a aussi des horaires qui sont pas très compatibles avec notre vie de Hmm, maman. non, ça c'est clair. Peux-tu nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Ah, comment nous sommes rencontrés? Alors, nous sommes toutes les deux très engagées sur notre territoire, puisque nous nous sommes connues dans l'Yonne. Tu es une femme engagée et c'est par l'intermédiaire de ma meilleure amie Claire qui nous a fait rencontrer à l'époque lors d'un salon pour faire découvrir l'entrepreneuriat, les métiers vers les jeunes et les jeunes femmes que nous sommes rencontrés. J'ai beaucoup aimé lors de ce salon. Tu m'as expliqué tout ce que tu étais en train de mettre en place. Alors, ça Ça montre date un peu aussi. parce que je lançais à peine Oui, l'entreprise. ouais, j'aurais dit peut-être 2017-2018 ou dans ces eaux-là. Ça devait être Euh, 2019, je crois, de mémoire. 2019, 2020, tout début ouais. 2020 Ah bah, plutôt. voilà. Parce que ça doit être dans ces eaux-là. Et j'ai beaucoup aimé ton authenticité, ton engagement, voilà, et ce qui te portait, quoi. Et c'est vraiment ça. Je pense aussi qu'il nous a rapprochés parce que, voilà, ce sont des valeurs et des qualités que nous avons, d'aller au bout des choses et d'aller à fond, quoi, dans ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'effectivement, quand j'avais eu Claire au téléphone pour me dire, bah voilà, j'organise ce salon pour permettre aussi aux jeunes filles de Mm. faire des métiers ou en tout cas de découvrir des métiers dits masculins, c'est vrai qu'elle m'avait dit, je sais à côté de qui je vais te mettre. Ne Oui. s'était pas trompée. Tout à fait. C'est une bonne marieuse, Claire. Oui, oui, C'est oui, oui, ça. c'est clair, c'est clair. Oh, puis c'était un beau salon. Je ne sais pas s'il a encore lieu. Mais toi et moi, voilà, pareil, on était à fond à vouloir faire découvrir. Et je pense que voilà, des territoires comme Lyon, qui ont un petit peu de retard quand même, je pense que c'est important qu'il y ait des événements comme ça et qui montrent aux jeunes que voilà, dans ces territoires, il y a de la vie, il y a de la volonté, il y a des choses aussi modernes que dans des grosses villes. Et puis de montrer que c'est possible aussi l'entrepreneuriat au sein de ces territoires. Exactement. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? J'aime beaucoup, beaucoup Simone Veil. On parlait d'engagement, bah, c'est typiquement ce genre de femme. Elle était très engagée, très authentique aussi. Une volonté de faire bouger les lignes aussi. C'est ça que j'aime bien. Ces femmes-là qui ont envie de faire évoluer les mentalités. Pour moi, elle a deux grandes qualités. C'est sa persévérance. Aussi, ce côté résilient aussi Hmm, qu'elle a, vu c'est tout le clair. parcours qu'elle a eu depuis le début. Et je trouve que ces deux qualités-là, bah, tu vois, moi, je les retrouve dans l'entrepreneuriat. C'est ce qu'il faut avoir pour moi. Faut être très, très persévérante dans l'entrepreneuriat parce que c'est les montagnes russes, quoi. Ah, c'est clair. Et il faut arriver à, oui, à pratiquer la résilience et à passer au-delà des fois de moments d'échec, voilà, et de remise en cause et de blessures des fois qu'on peut nous faire au travers de nos expériences dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est deux belles qualités qu'elle avait que j'aime mettre en place dans l'entrepreneuriat. C'est un guide, je trouve. C'est C'est vrai dommage. qu'effectivement, Simone Veil revient souvent Bah oui, dans les pour les femmes à impact connu. pour les femmes, je pense que c'est un très grand repère. Bah, elle a fait énormément avancer la femme Exactement, dans sa ouais, c'est clair. posture, hein. Mm. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours justement d'entrepreneuse? Tu as commencé un petit peu à en parler tout à l'heure. Et puis, bah, comment tu es passé finalement de l'entrepreneuriat à ton poste actuel chez Serre France? Parce qu'on voit souvent plutôt le contraire, c'est-à-dire des salariés qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais le chemin contraire est plutôt rare, je dirais. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui ne pensaient pas que j'y arriverais. On va le dire. Ben alors, c'est vrai que j'ai été plus de 20 ans à mon compte en tant que chef d'entreprise. Voilà, j'ai tout fait. J'ai eu deux structures en B2C, en centre-ville et en centre commercial. Ça m'a permis d'apprendre à structurer, à gérer, à manager, hein, parce que j'ai fait voilà tous les pôles d'une entreprise que j'ai pris à bras le corps. Bon, j'ai eu l'avantage, j'étais sous enseigne, donc l'aspect marketing, j'étais quand même épaulée. L'avantage, cette coopérative te permet d'être libre dans ton magasin. Donc, Mhm, j'avais la liberté de pratiquer le marketing que je voulais et j'ai beaucoup appris à leur côté. La gestion aussi, j'avais un expert comptable qui était à mes côtés. Et heureusement, au fur et à mesure des années et des deux affaires, ça m'a fait évoluer dans ma gestion et c'est très important de comprendre la gestion, pouvoir structurer son entreprise, la développer, lui donner de la valeur. Et puis après, il y a eu ce passage de l'autre côté en tant que consultante. J'avoue, comme tu disais, le B2C, avoir un magasin, c'est très usant. On est vraiment bloqué à un endroit. J'ai voulu voir autre chose, j'ai voulu être consultante. Alors, il y a des avantages, c'est vrai, une grande liberté. Je me suis énormément enrichie à cette période-là parce que bah, je travaillais dans différentes entreprises où jamais j'aurais pu imaginer mettre les pieds. Et notamment un domaine où je ne me y voyais pas parce que je suis une grande créative, c'était l'industrie.
Ah Et oui, voilà. effectivement. Et voilà. Et j'y suis arrivée. Je suis rentrée, voilà, dans une entreprise qui fait de la métallurgie et voilà, et je l'ai aidé à s'engager dans la RSE et maintenant il est toujours sur le chemin et c'est top. Vraiment, c'est un de mes plus beaux projets que j'ai réalisé, là, cette structuration de cette industrie et de l'éveiller. Moi, j'aime beaucoup ça. Je pense, comme je suis très curieuse, je vais à beaucoup de conférences, je me forme énormément. Je vois certaines choses se mettre en place assez en avance juste parce que je vais à plein d'endroits. Mm, mm. Et souvent, bah, les gens n'ont pas ce temps que moi, là, je me suis offert. Je me suis offert ça pendant 4 ans. Je me dis que je me le suis offert parce que c'est une chance, ça. C'est vrai. Donc, apporter ça dans les entreprises, les éveiller à ça et voir comment ils pourraient le mettre en place avec leur touche à eux, ça, c'est top, quoi. Le petit inconvénient, moi, j'en ai vu un, à être consultante, c'est que j'étais seule. C'est la première fois de ma vie dans l'entrepreneuriat que j'étais seule. Et ça m'a énormément manqué. C'est vrai que j'avais de la liberté. C'est vrai que je bougeais. C'est vrai que je changeais de milieu tout le temps. Donc, moi qui aime m'enrichir, je suis très adaptable. Donc, voilà, s'adapter à une nouvelle équipe et tout ça, c'était top. Mais par contre, j'étais toute seule. Voilà, j'avais plus d'équipe. Et ce qui m'a nourri pendant 20 ans, c'était l'équipe. Donc, c'est pour ça que je suis repartie dans le salariat. Parce que j'avoue que, voilà, je ne le cache pas mon âge, à 52 ans, repartir à remonter une entreprise avec des salariés et tout ça, remonter une équipe et tout, je suis plus dans cette phase-là. Mm, Je mm. suis plutôt dans une phase de transmettre maintenant. Et donc, bah, c'est pour ça que j'ai cherché un job de salarié où je pouvais aider l'entrepreneur justement à se structurer dès la base, donc dès la gestion qui pour moi est essentielle. On est mal éduqué en France au niveau des finances, au niveau de C'est l'argent. clair. Je trouve que c'est important. Donc, j'ai à cœur là maintenant de transmettre, voilà, mon expérience, de les aider, de leur amener les outils, les experts qu'il faut pour qu'ils se développent, aider l'entrepreneuriat féminin, parce que ça, c'est important. C'est clair. Parce que les femmes aussi, voilà, elles sont pas assez présentes. Donc quand je peux, je m'investis et je suis aussi mentor dans une association qui s'appelle Kunact, où je mentor une jeune femme. Voilà, je suis ravie de pouvoir transmettre. C'est pour ça que ça m'a fait rebasculer. C'est juste une envie de retrouver une équipe, ce que j'ai retrouvé. Un projet, un groupe qui ait des finances aussi. Quand on a de l'argent, on peut faire avancer plus les choses. C'est Ça clair. aussi, en tant que consultante, j'ai remarqué, bah, ça n'avait rien à voir avec le rythme d'avant où j'avais plus de finances pour entamer les choses. Je pense que j'avais besoin d'impacter plus. Je pense qu'il y avait ça. Je suis repassée de l'autre côté, mais je savais ce que je voulais y retrouver. J'ai cherché dans cette direction. Bah ça c'est bien parce qu'effectivement souvent, en tout cas ceux qui sont entrepreneurs qui reprennent un poste, c'est souvent justement à cause des finances et on va en parler. Hum, Mais quelque part ils reprennent le premier poste qui leur dit OK et pas forcément quelque hum, chose qui les anime. hum, Et on se retrouve après avec des personnes bah, qui sont un peu dans la roue quoi, c'est-à-dire hum, que bah en fait ils sont pas bien, ils ont pas envie, ils font les trucs mais voilà. Et puis parfois ça mène à des situations compliquées comme le burn-out ou autre. Et du coup après ils se relancent mais ils se relancent dans un mauvais état d'esprit et puis sortir de tout ce cercle vicieux, c'est quand même compliqué. Donc là, bravo, parce que toi, tu crées justement du cercle vertueux. tout à fait. Ouais, ouais, non, non, je regrette pas mon choix. C'est une autre étape de vie. Mais je Mm, pense qu'à chaque âge, on a ses envies et il faut s'écouter. J'ai fait une très belle expérience dans l'entrepreneuriat. Je reste dans l'âme entrepreneuse, hein. Mais maintenant, c'est un peu logique, hein. Vers 50 ans, on passe dans cette phase de vouloir transmettre. On a l'expérience. Je pense que c'est une étape de vie, voilà. Et je suis c'est dedans. clair. Bon, selon toi, quelles sont les principales difficultés financières que rencontrent plus spécifiquement les entrepreneurs? On en a parlé tout à l'heure vite fait. Déjà, il n'y a pas d'éducation financière ni pour les hommes ni pour les femmes. Mais moi, de ce que je vois en tout cas, il y a même un tabou financier vis-à-vis des femmes et donc vis-à-vis des entrepreneuses. Ah oui, ça c'est clair. L'éducation financière, c'est vraiment une vraie problématique en France. Je pense que la problématique des entrepreneuses, c'est l'irrégularité des salaires. C'est pas évident, ça. Déjà, c'est la première approche. Qu'on quitte souvent un univers de salariat où ça tombe de manière redondante tous les mois. C'est une sécurité. L'entrepreneuriat, c'est clair, au démarrage, il y a totale insécurité. Et donc Mm, ça, cette particularité de l'irrégularité, c'est une problématique qui freine aussi beaucoup de femmes parce que des fois, voilà, il y a la gestion du foyer à faire. Des fois, elles sont seules mm, aussi, donc c'est pas évident. Donc ça, c'est la première chose. La grande difficulté, et je le vois là dans le métier où je suis quand j'accompagne les créateurs d'entreprises, c'est le côté confusion des finances personnelles et professionnelles. On en a évoqué aussi avec toi lors de ton webinaire. C'est important de bien dissocier les mm. finances personnelles, des finances professionnelles, d'avoir des comptes séparés, surtout pour les auto-entrepreneurs ou entrepreneuses. Voilà, de bien séparer les choses. C'est deux mondes différents, ne pas les mêler. Donc ça, c'est cette confusion-là qu'il faut faire attention et parce qu'il faut garder une gestion qui soit saine. Et c'est en Mm. séparant les comptes qu'on garde cette gestion saine. L'autre chose, les femmes surtout, se sous-estiment Ah oui. et donc ont du mal à valoriser leur travail. Ça, c'est problématique parce que ça peut mettre en péril, en effet, la viabilité du projet. Si le taux horaire, le tandem, comme on dit
dis si bien dans tout ce qui est conseil, n'est pas bon, le chiffre va être difficilement réalisable et la viabilité de l'entreprise va être entraînée. Donc pour moi, c'est ces trois choses-là qu'il faut appréhender, qu'il faut bien cerner et puis travailler dessus, quoi. Ouais, bah c'est vrai qu'effectivement, comme tu le dis, ce sont des points essentiels parce que bah, si on facture trop peu, bah, on gagne trop peu, donc on s'épuise au travail Hmm. sans être sûr d'être viable et donc de pouvoir payer ses factures. Et c'est effectivement un point absolument crucial. Quelles C'est sont pour toi les bases d'une bonne gestion financière quand on est entrepreneuse? Et puis, comment on peut structurer justement sa rémunération en tant qu'indépendante pour sécuriser ses revenus? Alors, on va revenir sur un des points, la difficulté, on l'a évoqué. Pour moi, ce qui est impératif, c'est vraiment, surtout pour les auto-entrepreneurs, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je le vois tous les jours pratiquement au sein du cabinet, de bien séparer compte pro, compte perso. Il faut une grande clarté là-dessus pour être sûr de ses comptes et de là où on va aussi bien à titre personnel que professionnel. Ensuite, c'est le plus possible avoir un salaire régulier, même s'il est tout petit, mais de se dire, je me reverse tous les mois tant. Plus on a une régularité sur la trésorerie, moins il y a d'à-coups sur elle, mieux c'est. Moi, on est en montagne. Alors, c'est pas évident, hein. Je le dis, moi, des fois, sur ma première affaire, j'avais des à-coups et c'est vrai qu'il faut essayer de mensualiser les choses le plus possible dans les facturations, puis avoir toujours un salaire dès le début. On mérite son salaire. On doit se rémunérer dès le début, même, mais que ça soit petit. Mais psychologiquement, c'est important pour justement visualiser tout doucement qu'on va augmenter et on va se fixer des échéances à telle date, je peux arriver là. Bien sûr, s'il y a un coup dur, on va la redescendre, mais se fixer mensuellement quelque chose. Comme ça nous sécurise aussi dans le côté perso. Voilà, c'est Mm. important, cette partie-là, je pense. Aussi, une des clés, c'est anticiper, hein. Dans la gestion, là où je suis, je ne fais que ça. Mais c'est important aussi en tant qu'entrepreneuse, c'est anticiper nos charges, anticiper nos impôts, pas faire l'autruche. Ça sert à rien. Avoir un beau petit tableau Excel là pour bien référencer tout ce qu'on a mensuellement à payer, se préparer tout doucement des petites économies au cas où le coup dur arrive, on est sécurisé. No stress, il y a un mois qui est pas bon. J'ai mon petit coussin là qui me permet d'amortir éventuellement quelques mois peut-être qui peuvent être compliqués parce qu'il y en a des fois, on a des trimestres même, voire plus, hein, mais on essaye. Déjà quand on pallie un trimestre, c'est déjà beaucoup. Et puis toujours, moi je dis, il faut avoir de la clarté sur son objectif mensuel, quoi. Donc savoir où est-ce qu'on va en chiffres, savoir qu'est-ce qui tombe ce mois-ci, avoir un bon suivi, ça c'est important. Pour moi, il faut des indicateurs de pilotage. Si on n'a pas ça, on pilote à l'aveugle et c'est là qu'on se plante, quoi. On peut pas faire ça à vue de nez, quoi, au jour Mm. le jour, c'est pas possible. Surtout si on veut que ça soit pérenne. Et je suis tout à fait d'accord avec toi et moi j'irais même plus loin, c'est-à-dire effectivement l'avoir pour son entreprise, c'est bien et c'est essentiel, mais l'avoir aussi dans sa vie personnelle Mm, pour justement en cas de coup dur se dire ok, quels sont les frais que je mm, peux couper personnellement mm, pour passer cette période qui est difficile parce que j'ai perdu un client, parce que je sais pas mon client a fait faillite, enfin peu importe, etc. Et donc j'ai moins de rentrée d'argent professionnellement. Et ça moi je le remarque, tu vois, avec ma communauté. Souvent quand je leur dis bah, vous allez passer du salariat à l'entrepreneuriat, donc il y a une période où vos revenus naturellement vont baisser. Qu'est-ce que vous pouvez couper? Il y a mm, forcément des choses qu'on dépense chaque mois et qui sont pas essentielles. Et tu peux être sûr que dans 80% des cas, les mamans me disent ah mais rien. Mais en fait si, tu peux mm, ne plus aller au restaurant, tu peux limiter tes sorties. Alors ça va être pendant une période, c'est sûr que c'est moins sympa, on va dire de vivre un petit peu plus restreint, mais si ça te permet ensuite de pouvoir lancer ton activité ou de mm, pouvoir développer ton activité et puis de reprendre ton train de vie, on va dire précédent, eh mm, bien c'est nécessaire. Et souvent en fait, moi quand j'en parle, les personnes n'arrivent pas à identifier mm. les frais qu'elles peuvent limiter ou qu'elles peuvent arrêter alors qu'en fait on en a toutes. Et c'est vrai que du coup je vais un peu plus loin que ce que tu nous dis parce que c'est essentiel professionnellement, mais c'est essentiel aussi personnellement de savoir où est-ce que part l'argent tous les mois. Mm. Et c'est vrai ce que tu dis, le seuil minimum pour qu'on soit bien dans notre vie personnelle. Et notre entreprise doit nous donner ce seuil minimum. Et comme moi je dis, c'est le point d'équilibre, quoi. C'est quand les entrepreneuses me demandent, mais oui, mais quel chiffre je dois faire et tout ça, je dis déjà, c'est couvrir ses propres frais personnels. C'est ça. C'est déjà d'être tranquille au niveau perso. Donc, comme tu dis, c'est prendre un peu de hauteur sur qu'est-ce qui est le minimum pour vivre correctement. Et en parler avec son conjoint. Là aussi, c'est de l'éducation financière. Il ne faut pas que ça soit un tabou dans la famille.
famille. Donc c'est de se dire, voilà, pour que on soit bien, voilà, chérie, qu'est-ce qu'il faut au minimum qu'on subvienne? Alors il n'y a pas que le loyer, hein, il y a plein d'autres choses. Et c'est vrai que c'est ça qui va être l'indicateur minimum que ce que l'entreprise doit apporter. Si Mm. elle n'apporte pas ça, eh ben, à un moment ou à un autre, quoi qu'il en soit, ça va rendre fragile le projet. Si on est angoissé financièrement à titre perso, alors là, à titre pro, c'est le pompon, quoi. Ça va s'empirer. On n'a pas besoin de ça. Là, c'est un indicateur. Comme tu dis, il faut au minimum savoir le seuil, l'équilibre. C'est ça. Et à partir du moment où, voilà, on sait ce seuil, c'est le salaire minimum qu'on doit se prendre. C'est ça. Voilà. Et puis bah après, on fait tous ces petits calculs avec tout ce que ça peut nous coûter dans l'entreprise et on a le chiffre, le chiffre minimum à faire. Voilà, c'est comme je dis toujours, c'est tout bête, c'est ça le petit prévisionnel. Souvent que je parle aux auto-entrepreneurs, souvent je les fais travailler là-dessus. Quand je leur parle de termes prévisionnels, ça fait toujours peur. Je Mm. leur dis non, mais je vais pas vous demander un prévisionnel comme vous allez présenter à la banque. Mais voilà, on va se poser les vraies questions pour avoir le minimum de chiffre d'affaires à faire pour équilibrer et qui va permettre l'équilibre dans la vie perso. Ouais, c'est clair. Alors, beaucoup de femmes ont encore du mal, justement, à parler d'argent, on en a parlé, et à valoriser leurs services au juste prix. Est-ce que, justement, tu as des conseils pour dépasser ces blocages? Bah, c'est vrai qu'elles se sous-estiment beaucoup. Ils ont beaucoup de mal à prendre conscience de leur valeur, la valeur de leur expertise. Ça, c'est une vraie problématique parce qu'après, de savoir ce qu'on vaut, c'est ça qui nous permet de fixer nos prix et puis surtout de les défendre, de pas accepter des remises à tout va. Parce que si on est aligné avec son expertise, qu'on a pris conscience de ça, moi, je conseille le coaching aide beaucoup à ça. Prendre conscience, à pas se laisser désarçonner face aux personnes qui vont essayer de négocier, qui vont toucher justement la corde sensible pour pouvoir voilà faire baisser le prix. Voilà, c'est aussi une éducation de nos clients en face. Quelqu'un qui rabaisse votre travail, c'est pas une personne à qui il faut travailler quoi pour moi. Si pour elle on a si peu de valeur, bah on n'est pas bon quoi. Autant pas travailler ensemble. Alors c'est vrai que c'est pas facile de faire ça, de dire bah ok je lâche prise, c'est pas le bon client. Surtout Mm. quand on débute, on se dit oh là là, faut pas le premier client, faut que je lui donne quoi. Non, Ouais, pas de gratuité. Non, soit vous faites du bénévolat mais c'est à part, mais c'est dans ça. l'entreprise, il y a Mais rien de on le gratuit. fait. Enfin, moi, ce que je dis, tu vois, toujours à la communauté, c'est d'abord, on met sa famille en sécurité. Donc, on va Mhm. chercher d'abord des clients qui nous rémunèrent. Ensuite, si on a du temps et qu'on a envie de faire des choses bénévolement parce que le projet Mhm. nous botte, parce que pour X ou Y raison, ok, mais pas dans le Mhm. sens inverse. C'est ça, tout à fait. C'est important qu'elles prennent confiance en elles. Le coaching aide et puis aussi fréquenter aussi des réseaux de femmes entrepreneuses. D'être entre pairs, on se rend compte qu'on a tous les mêmes difficultés. Mais par contre, il peut y avoir dans le réseau une personne qui a déjà dépassé l'étape, qui a des outils et qui va te les partager. Elle va te faire gagner du temps. Et surtout, ça va te rassurer. Tu vas dire, bah, je suis pas toute seule parce que quand on est tout seul, on se dit, oh, il y a que moi. Et là, on se flagelle, on se flagelle. Alors là, c'est l'horreur. Donc pensée négative et tout ça, ouh, pas bon du tout. J'incite vraiment à rentrer dans des réseaux pour les femmes là, de chefs d'entreprise, mais aussi d'être dans la mixité parce que les hommes vont aussi apporter leur façon de faire. C'est très important pour justement apprendre à se valoriser, savoir quelles techniques ils ont et puis se rassurer. Et puis souvent dans ces réseaux-là, voilà, il y a des coachs, il y a des choses comme ça qui vont nous aider à nous aligner, à ne pas nous dévaloriser, à nous vendre au bon prix. Ouais, c'est clair. Quand l'entreprise se développe, comment on peut aborder la croissance financière de son entreprise sans se sentir dépassé? Alors déjà, moi je dis toujours c'est step by step la croissance. Elle se structure c'est le plus possible. Alors des fois ça décolle d'un seul coup. Alors c'est vrai que Mm. c'est là que c'est la panique. Alors ce qui est bon avant que ça décolle, c'est de tout bien mettre en place les outils. Donc je rappelle encore, je vais te radoter, mais avoir une bonne gestion, être bien entouré. Les auto-entrepreneuses ont des moyens de rentrer dans des accompagnements qui leur apprennent la compta. Donc de Mhm. bien déjà structurer elles les outils de pilotage, les indicateurs qu'elles mettent en place, qu'elles se surveillent. Ça c'est important. De savoir automatiser certaines choses aussi, parce que dans la croissance, bah, c'est là qu'on va avoir besoin. Donc vaut mieux avoir mis les outils en amont, pouvoir nous aider à croître facilement. Savoir déléguer aussi. Au démarrage, il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes parce qu'on a le temps. Quand ça commence à croître, eh ben, il faut accepter bah, de travailler avec d'autres freelances qui vont peut-être être bons dans ce domaine. Moi, j'ai toujours en tête cet aspect, la communication sur les réseaux sociaux. Et c'est là, en plus, bah, on s'était déjà rencontrés et c'est à ce moment-là que je suis venue vers toi. Je les faisais au début. Tu me conseillais en plus très gentiment. Puis à un moment, je me suis dit, c'est plus possible, quoi. C'est un Mm. vrai métier, quoi. Je peux pas et faire ça, hein. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas l'IA, hein. Donc c'était carrément pas possible. Et c'est là que avec toi,
je dirais, j'ai réussi à avoir une délégation de la part d'une community manager de ta communauté qui nous a permis là de croître parce que elle s'en est occupée pleinement. Et là, ça a permis très rapidement de créer de la notoriété bien plus vite que moi si je m'en étais occupée. Donc c'est important aussi de savoir déléguer, automatiser des outils et avoir des objectifs step by step, pas trop gros pour pas non plus s'épuiser quoi, ou se lancer dans une croissance trop importante qu'on n'arrivera pas à assumer. Voilà. Et oui, et déléguer, c'est absolument crucial, mais pour ça, il faut aussi identifier, je dirais, les choses que l'on veut déléguer ou sur lesquelles on est moins bonne, ou c'est pas notre cœur de métier, C'est ça. etc. Sur lesquelles, ok, on est bonne, mais en fait, c'est pénible de le faire, on n'aime pas ça, etc. Et se garder, finalement, ce qui nous crée de la joie Hmm. et ce qui nous crée du positif dans notre activité. Oui, puis justement, c'est là notre valeur ajoutée, c'est dans notre expertise. Bien sûr, le chef d'entreprise connaît tout, il doit s'instruire sur tout, mais par contre, il doit rester là où on l'attend. C'est ça. Et c'est pas là où il faut qu'il soit mauvais, puisque c'est son cœur de business, quoi. Mm. Donc il faut savoir, voilà, se dire, bah, je garde des petites sommes pour la délégation ou pour un outil qui va nous permettre d'automatiser nos tâches et nous faire gagner du temps. Ouais, c'est clair. Eh ben, merci beaucoup pour tout ton partage. Pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as justement une réussite ou un moment en particulier à nous partager et bien évidemment en relation avec le sujet du jour? Eh bien, moi, ma plus grande réussite, ça a été quand j'ai vendu mon affaire. Je l'ai bien vendue, on va être honnête. Je l'ai bien vendue parce que je l'avais bien structurée. Voilà, c'est le conseil. On peut toujours récupérer quelque chose de son business. Il y a des gens qui me disent non, je peux pas récupérer, c'est pas possible, je fais du conseil, je fais ci, je fais ça. Non, on peut toujours récupérer quelque chose de son business. C'est sûr que dans le B2C, on a des valeurs de fonds qui existent, oui. Mais s'il n'avait pas été structuré, et ça met des années. Ça se fait pas comme ça parce que voilà, si on a une gestion clean, que l'acheteur voit qu'on est structuré, qu'on pilotait les choses, qu'on est capable de prouver factuellement ce qu'on faisait et que le chiffre peut continuer à se développer parce que moi je dis toujours quand on transmet après une affaire, j'ai toujours espéré qu'elle soit pérenne et qu'elle continue à se développer. Au bout Mm. d'un moment, il faut avouer qu'on stagne. On n'a plus l'engouement du démarrage. Donc moi je dirais c'est important d'anticiper toujours. C'est la clé, comme je disais. Anticiper, préparer les choses, faire step by step, s'encadrer surtout. Important pour réussir, il faut s'entourer des gens qui ont l'expertise que nous n'avons pas, comme on disait tout à l'heure, la délégation. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive à développer son entreprise. Et toujours se former, ça c'est important. Il faut se former, il faut toujours l'esprit ouvert et s'éveiller aux choses. Voilà. Mm. Eh ben, merci beaucoup, merci infiniment Frédéric pour tes précieux conseils, mais aussi pour ton partage d'expérience. On le voit ici, la gestion financière, c'est un pilier essentiel dans l'entrepreneuriat si on veut rester entrepreneuse sur du long terme et c'est malheureusement souvent sous-estimé par nous les femmes. J'espère que cet échange et cet épisode vous aura apporté plus de clarté et puis des pistes d'action concrètes pour être plus à l'aise avec l'argent au sein de votre propre entreprise. N'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui donner de la force sur votre plateforme préférée en le likant, le commentant ou même en le partageant à une personne qui en aurait besoin. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.